Chicago, à la fin du 19e siècle, un pharmacien prometteur ouvre les portes de son commerce. Mais derrière les comptoirs de sa pharmacie, et même dans les rues animées de la ville en pleine effervescence, quelque chose d'obscur se trame. Dans un contexte marqué par la révolution industrielle, l'essor des grandes villes américaines et l'attrait de l'exposition universelle de 1893, des rumeurs commencent à circuler. Des disparitions inexpliquées, des voyageuses qui ne rentrent jamais chez elles, et au cœur de tout ça, un homme énigmatique qui se fait appeler H.H. Holmes. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés du Dr Holmes. Nous sommes dans les années 1880-1890, une période charnière pour les États-Unis. L'Amérique vit ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle. Chicago en particulier est une ville qui attire. Des milliers de travailleurs arrivent des quatre coins du pays, tentés par des emplois dans les usines ou dans la construction de nouveaux bâtiments hauts. Les gratte-ciels sortent de terre un peu partout. Les usines tournent à plein régime et la classe moyenne commence à rêver de confort moderne. Mais tout ça a un coût, bien sûr. La pauvreté explose car les inégalités de richesse se creusent très rapidement. Et dans l'ombre des grandes villes, le crime devient monnaie courante pour subsister. Mais c'est aussi une époque fascinée par la science et la modernité. Les médecins particulièrement sont érigés en héros. La médecine du 19e siècle est en pleine évolution, et tout particulièrement dans les grandes villes comme Chicago. L'essor des progrès scientifiques, dont l'anatomie, la médecine légale et les premières avancées en psychiatrie, fait d'un homme en blouse blanche un modèle d'autorité. À cette époque, l'idéalisme scientifique rencontre la réalité plus crue de l'exploitation humaine. Des chercheurs comme William Morton, un grand anesthésiste, et Joseph Lister, le père anglais des antiseptiques, font la une des journaux en améliorant des pratiques médicales. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir exploiter les vivants et les morts pour la science. Holmes est un homme à la fois particulièrement intelligent et terriblement manipulateur. Il comprend vite que la médecine légale n'est pas qu'une science de la vérité, mais une chance de manipuler la perception et de profiter de l'ignorance de l'époque. Il voit l'opportunité de devenir à la fois médecin, commerçant, mais aussi criminel. Il faut dire aussi que c'est le moment où la médecine légale se mêle au service de police. Au XIXe siècle, les chercheurs médico-légaux ont commencé à étudier les schémas de colonisation des cadavres par les insectes, ce qui apporte beaucoup de nouveaux éléments aux enquêtes. Toute cette science, un peu morbide, attire son lot de jeunes ambitieux, dont un qui nous intéresse particulièrement, le Dr Holmes. À la base, le personnage principal de cette saison ne s'appelle pas du tout Holmes, mais Mudgett. C'est lui qui décide de choisir Holmes comme nom de scène, mais il s'appelle Herman Webster Mudgett. Il naît en 1861 à Gilmantown, une petite ville du New Hampshire, sur la côte est des États-Unis. C'est entre Boston et la frontière canadienne. D'après les rares témoignages disponibles sur son enfance, c'est un garçon brillant, mais à la personnalité étrange. Cadet de 4 enfants, ses parents, Levi Horton Mudgett et Theodate Page Price, étaient tous deux descendants des premiers pionniers de cette région, des vrais Américains. D'après les témoignages encore, son père était un alcoolique violent et sa mère une fervente protestante méthodiste qui ne lisait qu'un livre à ses enfants, la Bible. Holmes prétend que, durant son enfance, des camarades de classe l'ont forcé à aller voir et toucher un squelette humain chez un docteur local. Il voulait initialement lui faire peur, mais Holmes fut fasciné et décida, à la suite de cette petite escapade, de faire des études de médecine. Bon, certains disent qu'il aime torturer des animaux, ce qui n'est jamais de bon augure, vous en conviendrez. Certains d'entre vous ont peut-être déjà écrasé quelques fourmis, mais quand ça dépasse le stade du meurtre de chat ou de chien, c'est vrai qu'a posteriori, on se rend compte que c'est une des caractéristiques souvent associées à de futurs tueurs. Donc, morale de l'histoire, surveillez bien vos enfants. Holmes, parce qu'on va l'appeler comme ça pour se faciliter la vie, suit des études de médecine à l'Université du Michigan.
Mais avant ça, le 4 juillet 1878, il épouse Clara Lovering à Alton dans le New Hampshire. 2 ans plus tard, leur fils, Robert, voit le jour le 3 février 1880. À l'âge adulte, ce fils deviendra expert comptable, puis le maire carrément d'Orlando en Floride. Mais bref, revenons au père. Comme Holmes rate son diplôme de médecine, il obtient celui de pharmacie et se fabrique en 1884 un faux certificat de médecine, pour pouvoir exercer quand même. Ça sent déjà pas très bon cette histoire. C'est là qu'il commence à montrer un penchant non pas pour le meurtre, mais pour l'escroquerie. Alors qu'il est encore étudiant, avec une froideur déconcertante, il vole des cadavres à des fins lucratives. Holmes n'hésite pas à défigurer les morts pour faire croire à une mort accidentelle et ainsi récupérer l'argent de l'assurance qu'il a lui-même souscrit peu avant sur la personne décédée. C'est un homme intelligent, calculateur, mais surtout capable de jouer un rôle à la perfection. Il sait charmer et il sait mentir, on n'y voit que du feu. Après son diplôme, il déménage à Chicago afin de poursuivre une carrière dans ce qui n'est pas encore l'industrie pharmaceutique. Son nom, il le choisit dès sa jeunesse. Il prend le nom de H. Holmes et c'est d'ailleurs sous ce nom qu'il étudie et s'engage également dans plusieurs business assez flous, dans l'immobilier et des affaires promotionnelles en plus de son travail de pharmacien. Globalement, il gratte du fric un peu partout. Nous sommes donc en 1886 et Holmes débarque à Chicago. La ville est en plein essor, on la surnomme la ville debout car elle renaît après un grand incendie, qu'on appelle d'ailleurs comme ça le grand incendie, d'octobre 1871. Dans cet incendie, un tiers des habitants de la ville avaient dû être relogés, 300 personnes sont décédées et plus de 17 000 bâtiments ont été ravagés par les flammes. Pour Holmes, c'est juste un grand terrain de jeu. Pour le moment, c'est juste un petit escroc, mais marié, père de famille, et de l'extérieur, bien sous tout rapport. Le 28 janvier 1887, alors qu'il est encore marié à Clara, Holmes épouse Myrta Belknap, alors qu'il est en déplacement à Minneapolis dans le Minnesota. Il lâche Clara et son fils Robert, et les nouveaux mariés ont une fille, Lucy, qui voit le jour le 4 juillet 1889 à Englewood, un quartier de Chicago. Elle devient par la suite enseignante. Ne me demandez pas comment c'est possible, mais le gars a largué femme et enfants sur un coup de tête pour se remettre dans un ménage stable avec une autre femme qui sort d'on ne sait où. Juste un petit point légal, c'était de la pure illégalité aux États-Unis à cette époque d'être bigame, et donc de se remarier sans avoir annulé le mariage précédent. Apparemment, il n'était pas très regardant, car le mariage de Holmes est passé comme une lettre à la poste. Mais attendez, parce que c'est pas fini, ces histoires de cœur. Et je trouve que ça plante bien le décor de ce personnage complètement insaisissable. Holmes vit donc avec Myrta et leur fille Lucy à Wilmette, dans l'Illinois, et il passe la majorité de son temps à Chicago pour son travail, dont je vais bien sûr vous reparler dans quelques instants. Le gars fait une demande pour obtenir le divorce de Clara, sa première femme, après s'être marié avec Myrta, mais le divorce n'est finalisé qu'en 1891, soit plus de 4 ans après son deuxième mariage. Et ça ne s'arrête pas là. Alors qu'il se trouve à Chicago durant l'été 1887, il passe en se baladant dans le quartier d'Englewood devant la pharmacie du couple Holton. Lui, atteint d'un cancer, ne peut plus travailler et c'est sa femme qui s'occupe de tenir la boutique. C'est si difficile de gérer pour elle la maladie de son époux et de faire tourner la boutique qu'elle engage finalement Holmes comme assistant pharmacien, histoire de la soulager un peu. Après quelques mois à peine, Madame Holton trouve Holmes parfait. Et Madame Holton, dont le commerce ne cesse de grandir, décide de le nommer gérant. En 1887, après la mort de son mari, Madame Holton vend donc tout naturellement le commerce à Holmes. Évidemment, il n'a pas le cash pour lui payer d'un coup, donc les deux se mettent d'accord sur des traites à verser chaque mois. Étrangement, Holmes ne paye pas ses mensualités. Et lorsque Madame Holton engage un avocat pour le poursuivre, elle disparaît. Les gens du quartier s'interrogent. Va-t-elle revenir, la propriétaire ? Holmes ne sait pas. Il dit qu'elle est partie en Californie sans laisser aucune adresse. Comme c'est pratique. En quelques mois, Holmes transforme cet endroit en une véritable entreprise florissante.
Mais ce n'est pas qu'une simple pharmacie. Holmes s'en sert surtout comme point d'accroche pour élargir son réseau et pour rencontrer des femmes, souvent des jeunes filles d'ailleurs, venues chercher fortune à Chicago. La pharmacie devient un point de rencontre, un lieu de confiance. Holmes attire ses premières victimes, des clientes vulnérables, des employés potentiels à qui il promet monts et merveilles. Plusieurs jeunes femmes disparaissent, mais à l'époque, dans une ville comme Chicago, les disparitions ne font pas grand bruit, encore moins celles de femmes que personne ne va chercher. C'est là tout le génie noir de Holmes. Il sait manipuler le système. Quand une femme disparaît, il explique qu'elle est retournée dans sa ville natale ou qu'elle a trouvé un autre emploi. Personne ne se pose de questions. Les autorités ne s'intéressent pas à ces faits divers qui n'en sont même pas. Elles sont majeures, et quand bien même la plupart ne sont pas de la région, alors qu'elles soient là ou ailleurs, quelle importance. Mais Holmes voit plus grand. La pharmacie n'est qu'une étape dans son plan machiavélique. En 1887, Holmes achète un terrain en face de la pharmacie et débute alors la construction d'un immeuble qu'il présente comme un hôtel. Avec la foire mondiale, comprenez l'exposition universelle de Chicago, qui approche en 1893, l'idée semble brillante. Des millions de visiteurs auront besoin d'un endroit où loger, c'est une aubaine. Holmes est un visionnaire, en plus d'être le pharmacien respecté d'Englewood. Mais cet hôtel n'a rien d'ordinaire. Holmes engage plusieurs architectes pour les plans et change constamment d'équipe de construction, prétextant des problèmes financiers. En réalité, il veut sûrement s'assurer que personne ne comprenne l'ampleur de son projet. Et quel projet ? À la fin des années 1880, Holmes est un homme apparemment accompli. Il est propriétaire d'une pharmacie florissante et construit un immeuble qui promet d'être un succès. Mais derrière cette façade respectable se cache le côté pile, la face qu'il ne montre pas au public. À l'aube de l'exposition universelle de Chicago en 1893, un étrange bâtiment se dresse dans le quartier d'Englewood. Derrière sa façade haute, mais banale, sont enfermés des mystères qui feront frissonner l'Amérique tout entière. Cet édifice, que l'on surnommera plus tard le Murder Castle, à juste titre, n'est pas un simple hôtel comme Holmes le prétend. Mais ça, vous en doutiez déjà. En 1893, Chicago accueille un événement toujours historique, l'exposition universelle. Cet événement grandiose célèbre à cette date précisément les 400 ans de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. L'exposition universelle de 1893, aussi connue sous le nom de World's Columbian Exposition, est l'occasion pour la ville de Chicago de se présenter au monde entier comme la capitale de la modernité. Après le grand incendie de 1871 qui a ravagé une grande partie de la ville, Chicago se relève de ses cendres pour devenir un symbole de la modernité. La construction de l'école d'architecture de Chicago et la naissance des premiers gratte-ciel marquent une époque où l'urbanisme se fait à une échelle jamais vue auparavant. Cette année-là, plus de 27 millions de personnes viennent visiter l'exposition avec des pavillons à la pointe de la technologie, des inventions révolutionnaires comme la fameuse grande roue de Ferris, imaginée par George Washington Gale Ferris Jr., qui fait ses débuts, éblouissant les visiteurs par sa taille et son ingéniosité. Les premières démonstrations de l'électricité en courant alternatif, popularisées par Nikola Tesla et George Westinghouse, illuminent littéralement l'exposition, marquant un tournant technologique majeur pour l'histoire avec un grand H. D'autres innovations captivent la foule, comme le premier lave-vaisselle automatique inventé par une femme, Josephine Cochrane, ou encore les débuts du cinéma grâce aux démonstrations du kinétoscope d'Edison. Ces avancées technologiques symbolisent l'esprit visionnaire de l'époque, et la foule se masse un peu partout dans la ville pour apercevoir les inventions, les inventeurs et les différents pavillons construits pour l'occasion. Mais dans l'ombre de cette grande fête mondiale, des millions de visiteurs venus des quatre coins des États-Unis et du monde entier cherchent aussi un lieu où loger pendant leur séjour. C'est là que Holmes voit une occasion unique de profit, et ce, comme je vous l'ai dit, dès 1887. Mais ce n'est pas seulement un hôtel qu'il a fait construire, c'est un piège grandeur nature pour les innocentes victimes qui viendront chercher un refuge temporaire. Un lieu où ils seront les bienvenus, mais d'où ils ne ressortiront jamais.
Pour Holmes, l'exposition représente une opportunité en or pour mettre à exécution ses sombres desseins. Chicago devient une mégapole où il est facile de passer inaperçu. Des visiteurs étrangers, des femmes seules à la recherche d'indépendance, autant de cibles potentielles pour un homme comme lui. C'est dans ce contexte que son bâtiment si particulier prend tout son sens. Situé à Englewood, juste en face de la pharmacie, cet immeuble de presque 3 étages, en effet le troisième ne sera jamais vraiment terminé, est stratégiquement placé pour attirer les visiteurs de l'exposition. Holmes commence la construction de cet hôtel en 1887, mais très vite des rumeurs circulent. Les architectes et les ouvriers se succèdent à un rythme anormal. Holmes engage et licencie sans arrêt. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il veut qu'aucun des travailleurs n'ait une vision d'ensemble de ses plans, c'est ce qu'il dira. Le bâtiment est en fait un vrai labyrinthe. Des couloirs qui ne mènent nulle part, des escaliers abrupts qui s'arrêtent soudainement, des portes qui ne s'ouvrent que de l'extérieur. Plus étrange encore, certaines pièces sont insonorisées, équipées de conduits de gaz reliés à un système centralisé. Une autre salle contient un incinérateur. Pourquoi un hôtel aurait-il besoin de telles installations ? Personne ne le sait. Mais soit, en 1891, 2 ans avant la fameuse exposition universelle, l'hôtel de Holmes ouvre ses portes. Il en fait la promotion comme un lieu accueillant et à la pointe de la modernité. Moi, ma question, c'est quand même comment un petit pharmacien, même apprécié, d'un quartier de Chicago, peut-il se payer la construction d'un hôtel ? Peut-être ses nombreuses magouilles, mais ni vous ni moi, nous n'aurons la réponse. Il promet des chambres confortables à des prix compétitifs, ce qui attire des voyageurs modestes venus de toute l'Amérique et même des étrangers. Mais ce n'est pas tout. Holmes cible aussi une clientèle plus aisée. Il leur vend des services luxueux, tout en leur proposant parfois des opportunités d'investissement frauduleuses. Le roi de la magouille. Mais à l'époque, on n'est pas démarché 25 fois par jour par des opérateurs téléphoniques ou des vendeurs de fenêtres. Donc, ses propositions alléchantes et son charisme incroyable permettent à Holmes d'escroquer des sommes considérables. Et lorsque ses victimes commencent à demander des comptes, elles disparaissent mystérieusement. Pouf. Une jeune femme nommée Julia Smythe, avec qui apparemment il entretenait une liaison en plus de l'employé, disparaît soudainement. Comme par hasard, pile quand leur relation intime prend fin. Julia semble s'évaporer, emportant avec elle sa fille Pearl. Holmes prétend qu'elle est partie, je cite, « rendre visite à sa famille », mais personne ne revoit jamais Julia, qui ne reviendra jamais chez elle. Étrange pour cette mère célibataire de ne rien emporter en partant tout de même. Puis, il y a Emmeline Cigrand. C'est une secrétaire que Holmes a courtisée en lui promettant le mariage. Encore une. Emmeline disparaît à son tour, et quand on vient l'interroger, Holmes explique qu'elle a décidé de quitter la ville. Les autorités ne s'alarment pas. Dans une ville aussi vaste, il est courant que des gens changent de vie du jour au lendemain. Entre nous, c'est vrai qu'à l'époque, on quitte son travail plus rapidement qu'aujourd'hui, parce que pour le coup, en traversant la rue, on en retrouve pour de bon. Holmes profite en fait du chaos de l'époque pour couvrir ses crimes. Et pourtant, derrière chaque disparition, un modèle de crime émerge, vous le voyez, hein ? Des femmes seules, souvent jeunes et sans attache, qui tombent sous le charme de cet homme charismatique. Elles ne cherchent pas l'amour, pour la plupart, mais juste un endroit temporaire où loger, ou alors du travail. Pendant que son hôtel fonctionne à plein régime, Holmes continue d'entretenir son image de businessman prospère et de pharmacien de proximité, toujours là pour rendre service. Il se montre aussi dans quelques cercles mondains, participe à des soirées élégantes et fait preuve d'une générosité toute calculée. Parmi les rares personnes qui sont ressorties de l'hôtel, certains racontent avoir entendu des bruits étranges au sein de l'établissement, des cris étouffés, des pas dans les couloirs qui semblaient vides. Mais personne n'ose poser de questions. Holmes, avec son visage avenant et son discours persuasif, inspire de la confiance, mais peut-être aussi de la peur. Les disparitions s'enchaînent et les policiers de Chicago voient quand même bien que ce Holmes est un peu toujours dans le décor. Donc, malgré tout, des soupçons commencent à naître. Lors de la construction, certains fournisseurs se plaignent de ne pas être payés. D'anciens employés mentionnent des événements bizarres, mais Holmes a toujours une explication plausible. Il blâme les retards sur ses employés ou prétend que ses comptes sont temporairement gelés. Ce gars-là ment comme un arracheur de dents. Et peut-être qu'il en arrache des vrais d'ailleurs, derrière les murs épais de l'hôtel. Qui sait ?
En 1893, alors que cette fois l'exposition universelle bat son plein, des clients commencent à signaler la disparition de proches. Des parents cherchent leurs enfants, des fiancés écrivent des lettres restées sans réponse. Mais dans une ville où tout le monde est en transit, il est facile pour Holmes de dissimuler les preuves. En effet, ils avaient réservé, mais il ne les a jamais vus. Ou bien ils sont partis plus tôt, et ils ont dit qu'ils iraient voir de la famille. Mensonge et encore mensonge. Côté perso, le docteur Holmes n'est pas en reste. Le 9 janvier 1894, 5 ans après la naissance de son deuxième enfant, Lucy, il épouse une autre femme, Georgiana Yoke, à Denver dans le Colorado, alors qu'il est encore marié à Myrta. Une femme dont je vous reparlerai dans le 3e épisode, Minnie Williams, est témoin du mariage. Complètement polygame et continuant ses escroqueries aux compagnies d'assurance, on lui prête alors jusqu'à 7 identités simultanées. Holmes ne laisse rien au hasard. Son hôtel est à la fois une machine à escroquer et un instrument de mort. Il attire des victimes avec des promesses d'amour, d'emploi ou de confort avant de les éliminer méthodiquement. Pour lui, chaque meurtre semble être un moyen d'atteindre un objectif. De l'argent parce qu'il revend des corps aux universités de médecine, une opportunité d'expérimentation macabre ou simplement un plaisir sadique. Mais ce qui rend son cas si particulier, c'est la froideur avec laquelle il mène cette double vie. Holmes est capable de charmer, de négocier des affaires et de maintenir une apparence irréprochable tout en orchestrant des crimes horribles dans l'ombre. Personne ne pouvait imaginer ce que le petit pharmacien de quartier tramait derrière les murs de son hôtel. Alors que l'exposition universelle de Chicago s'est achevée et qu'il a à ses côtés une nouvelle femme, Georgiana, Holmes commence à sentir la pression monter. Ses créanciers deviennent plus insistants. Il doit pas mal d'argent et des soupçons émergent autour des nombreuses disparitions. Et comme ça papote pas mal dans le quartier, les rumeurs sur son étrange hôtel se multiplient. Holmes décide alors de quitter Chicago pour échapper à l'attention croissante dont il fait l'objet. Il vend son bâtiment et avant de partir, il prend grand soin d'effacer toutes les traces compromettantes qui pourraient rester. Malgré ça, il ne peut empêcher les murmures et les accusations d'émerger lentement et de commencer à le poursuivre. Le Murder Castle reste un symbole du mal orchestré par Holmes. Cet édifice, conçu avec un soin minutieux pour capturer et tuer, est aujourd'hui l'un des exemples les plus terrifiants de l'ingéniosité malveillante de l'être humain. Si certains détails des plans de l'hôtel se sont perdus dans le temps, vous imaginez bien qu'il a tout de même été ouvert et visité. Je dois vous dire que cet hôtel et la vie de Holmes à Chicago n'est que la partie émergée de l'iceberg. À l'aube du XXe siècle, après la fermeture de son sinistre Murder Castle à Chicago, dont personne ne connaît encore les secrets, le Dr Holmes quitte Chicago et se fond dans l'anonymat le plus complet, pour échapper à ses créanciers et aux rumeurs qui courent à son sujet. Loin des regards et de la grande ville, il va déployer ses talents de fraudeur, de manipulateur et de tueur. Dans l'ombre, une traque tenace se prépare, et bientôt, les ténèbres de son passé le rattraperont. En 1894, à la suite de l'exposition universelle de Chicago, Holmes semble se dissocier du chaos qui a secoué sa vie dans la ville. Mais plutôt que de se retirer dans l'ombre, il continue de mener une existence mouvementée. C'est à cette période, en 1894 précisément, qu'il épouse une autre femme, cette fois-ci à Denver. Ce dernier mariage, sans grand éclat, semble de l'extérieur être une tentative de s'ancrer dans une vie plus normale, après les événements tumultueux liés à son hôtel macabre. Holmes choisit de faire carrière dans le secteur de l'immobilier et tente de se réinventer tout en poursuivant secrètement ses activités criminelles. Holmes épouse donc une jeune femme, un mariage qui paraît anodin en apparence. Mais cette femme, nommée Georgiana Yoke, n'a aucune idée des terribles secrets que son mari cache. Leur union représente une tentative de masquer ses véritables intentions, fuir son passé et se reconstruire une nouvelle identité en chopant au passage toute la fortune de la dame. À leur mariage, la témoin n'est autre que Minnie Williams, sa maîtresse et sa complice. Il passe sa lune de miel avec Georgiana au Texas, où il vole des chevaux et fabrique de faux documents. Tout un programme hyper romantique, vous en conviendrez.
De retour à Chicago, il tue sa complice et ancienne maîtresse, Minnie Williams. Pour ce meurtre, il ne lui arrive rien. Mais pour le vol de chevaux, il est arrêté à Saint-Louis le 1er juillet 1894 sous le nom d'Howard. Il rencontre en prison un certain Marion, son compagnon de cellule avec qui il élabore un plan d'escroquerie à l'assurance vie quand il sortirait. Et qui est-ce qui paye sa caution ? Sa femme, Georgiana. Cocu et en plus elle paye. Il est libre un temps, mais sans un rond en poche. La situation devient trop dangereuse pour Holmes qui ne veut plus rester à Chicago. Les soupçons de son implication dans plusieurs disparitions commencent à circuler, sans compter qu'il a quand même assassiné dans l'ombre son ancienne maîtresse. Le docteur Holmes sait qu'il doit fuir. Partant pour Philadelphie, il monte une nouvelle escroquerie à l'assurance avec un ancien complice, Benjamin Pitzel. Seulement, une fois là-bas, il fait croire à ce dernier, après lui avoir fait souscrire une énorme assurance vie, qu'il va simuler sa mort dans l'explosion de son bureau. Un cadavre anonyme défiguré le remplacera. Mais en fait, vous le sentez venir, c'est bien Benjamin Pitzel qui est la réelle victime de l'incendie. Le corps qu'on a retrouvé calciné, c'est le sien. Holmes, en tant que client et ami de la famille, accompagne Alice, l'aînée des enfants Pitzel, identifier le corps. N'est-il pas assez abîmé ou Holmes a-t-il son pouvoir de persuasion qui s'étiole ? Le fait est que la gamine reconnaît formellement le visage calciné de son père. Elle sait désormais. Le plan était parfait à la base, car la famille du Maccabée va toucher l'assurance. Mais la petite Alice devient une menace pour Holmes. En effet, la femme du mort, elle est dans la combine, et croit toujours son mari vivant, caché quelque part. Alors, pour éviter une rencontre entre la mère et la fille, Holmes envoie la femme de Pitzel à New York en lui racontant que son mari s'y cache, en attendant de toucher l'argent. C'est plausible, la femme accepte de partir et lui confie ses 3 enfants, encore à charge. Vous y croyez-vous, la confiance aveugle qu'elle a dans ce gars ? De son côté, Holmes part donc avec les 3 enfants Pitzel, Alice, 14 ans, Nellie, 11 ans et Howard, 8 ans. Pour se débarrasser de tous les problèmes d'un coup, il assassine le petit Howard à Indianapolis et les adolescentes à Toronto. Il aurait pu très bien s'en sortir. Gratter l'argent de l'assurance vie du père Pitzel et partir se refaire une petite santé au soleil. Mais les alliés deviennent parfois des ennemis. Holmes est dénoncé par Marion, son compagnon de cellule, qui n'a bien sûr pas touché un centime de sa part promise. Il révèle à la police le vrai nom de son pote Howard, alias Holmes, et leur explique bien toute l'ampleur de l'escroquerie à l'assurance qu'ils ont montée. Après avoir été traqué depuis Philadelphie par la Pinkerton Agency, Holmes est finalement arrêté le 17 novembre 1894 à Boston. Voilà, cette fois Holmes est derrière les barreaux en attendant son procès, mais de quoi est-il accusé au juste ? Eh bien, seulement d'escroquerie à l'assurance et de vol de chevaux, rappelez-vous, pendant sa lune de miel au Texas. On lui laisse alors le choix d'être jugé au Texas pour vol de chevaux, où il risque la pendaison, ou à Philadelphie pour escroquerie à l'assurance. 2 salles, 2 ambiances, mais globalement, il risque gros. Holmes choisit la deuxième option et plaide coupable de fraude à l'assurance. Dans l'attente du procès, le détective Geyer met toute son énergie dans cette enquête et refait pendant 8 longs mois le parcours de Holmes avec les 3 enfants Pitzel. Il visite plus de 900 maisons où Holmes aurait pu séjourner, car bien sûr, il ne dit pas un mot sur la disparition de cette famille, qui est annexe dans son affaire. Il ne sait pas, ce n'est pas lui. L'inspecteur Geyer retrouve d'abord les cadavres complètement nus d'Alice et Nellie enterrés dans une cave à Toronto. Puis les restes calcinés du petit Howard, préalablement découpés en morceaux à Indianapolis. Geyer commence à faire le lien entre les différentes arnaques et les disparitions grâce aux témoignages de différentes personnes qui ont connu Holmes. Le réseau du pharmacien, qui semblait être insaisissable, commence lentement à se dévoiler. Holmes, en plus de la fraude à l'assurance, est finalement inculpé pour le meurtre du père Pitzel et de ses 3 enfants. Ce sont les seules accusations retenues qui suffiront quand même à le faire condamner à mort.
Mais attendez, on n'oublierait pas que le gars a une première vie à Chicago ? Mais si, rappelez-vous, la pharmacie, les femmes qui disparaissent, le murder castle. De son côté, la cour de Chicago se bat pour pouvoir juger Holmes pour les crimes sûrement commis dans la ville. Elle n'obtient malheureusement pas gain de cause. Après la découverte des corps d'Alice et de Nellie en juillet 1895, qui fait grand bruit, la ville de Chicago, les journalistes locaux, commencent à enquêter sur le bâtiment de Holmes à Englewood, désormais appelé localement le château. Bien que de nombreuses déclarations, parfois sensationnelles, aient été faites, je dois vous dire qu'aucune preuve permettant de condamner Holmes officiellement à Chicago n'ont été trouvées. À l'époque où Holmes commet ses crimes, la justice fait face à un grand défi, l'absence de preuves scientifiques concrètes comme l'ADN, les empreintes digitales et autres techniques modernes d'investigation. Les enquêteurs de l'époque, bien qu'intègres et compétents, doivent se contenter de témoignages et d'indices matériels parfois flous ou trop vieux pour être exploités. Les identités des victimes restent inconnues et les corps retrouvés sont difficilement identifiables. Les autorités de l'époque dépendent principalement de la déduction, des interrogatoires et de quelques documents financiers pour traquer leurs suspects. Dans le cas de Holmes, en raison de la nature macabre de ses crimes et de la réputation qu'il s'est forgée, l'affaire suscite un grand intérêt médiatique. Des journalistes venus de tout le pays couvrent son procès, et le public est fasciné par l'idée qu'un homme ait pu orchestrer un tel réseau de meurtres sans que ça n'ait été détecté plus tôt. Son procès débute en 1895 et l'accusation repose sur des preuves circonstancielles, des témoignages et des indices matériels. Les témoins parlent de son comportement étrange et de ses nombreuses fausses identités, de ses escroqueries aussi. Pourtant, la principale charge qui pèse contre lui est le meurtre de Benjamin Pitzel. Il est accusé de l'avoir tué dans des circonstances particulièrement sordides et de l'avoir dissimulé dans le cadre de son plan d'escroquerie. Il va sans dire qu'il est également poursuivi pour les assassinats des 3 enfants retrouvés dans des états lamentables. Holmes se plaide non coupable et tente de manipuler le jury et les témoins, mais le dossier est accablant. Après un procès très médiatisé qui dure plusieurs semaines, le jury rend son verdict. Holmes est reconnu coupable de multiples meurtres, 4 officiellement. En janvier 1896, il est condamné à mort par pendaison. Cependant, sa condamnation pour meurtre ne représente qu'une partie de son héritage criminel. La véritable étendue de tous ses crimes reste largement inconnue. Cependant, dans le sous-sol de son château, les enquêteurs trouvent des fosses remplies de chaux vives utilisées pour décomposer des corps. Des restes humains sont également découverts dans l'incinérateur. Les murs insonorisés des chambres permettent de penser que certaines victimes ont été assassinées dans ces pièces sans que quiconque n'entende leurs cris. Des conduits dissimulés relient les chambres au système de gaz, confirmant que Holmes avait conçu ces pièces pour être des chambres de la mort. Dans les salles verrouillées, des squelettes incomplets sont retrouvés, certains semblant avoir été préparés pour être vendus à des écoles de médecine. Décidément, il faisait un business de tout, même des morts. Le 7 mai 1896, Holmes est exécuté à la prison de Moyamensing à Philadelphie. Sa mort met fin à un règne de terreur dans l'ombre, mais elle ne répond pas à toutes les questions. Beaucoup se demandent si Holmes a vraiment tué toutes les personnes qu'on lui prête. La vérité sur le nombre exact de ses victimes restera probablement à jamais un mystère. Holmes, même la veille de sa mort, n'a pas révélé toute la vérité, laissant planer des zones d'ombre insupportables pour beaucoup de proches de disparus. Après sa condamnation, Holmes avoue 27 meurtres, notamment à Chicago, Indianapolis et Toronto, ainsi que 6 tentatives de meurtre. Il est payé 7 500 $ de l'époque, environ 200 000 $ d'aujourd'hui, par les journaux Hearst en échange de sa confession, et il raconte alors plein de récits contradictoires sur sa vie, affirmant d'abord être innocent, puis qu'il a carrément été possédé par le diable. Bref, la facilité avec laquelle Holmes ment met en difficulté les enquêteurs pour déterminer la fiabilité de ses déclarations. Et petite anecdote un peu morbide, je vous l'accorde, lors de sa pendaison, comme un dernier sursaut, son cou ne se fracture pas. Il mettra plus de 20 longues minutes à être déclaré mort. La dernière volonté de cet homme a été de se faire enterrer et couler dans le béton,
pour éviter, dit-il, qu'on ne vienne le mutiler comme il a pu le faire à sa victime. Sa demande est néanmoins acceptée et il ne sera exhumé qu'en 2017 par sa famille qui souhaitait faire identifier le corps. L'histoire du Dr Holmes ne se limite pas à ses escroqueries et à ses meurtres. Elle a traversé le temps et fait de lui l'un des criminels les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. L'image du Murder Castle et des victimes prises au piège de son hôtel macabre a été amplifiée par la presse à scandale, les livres, les films et les documentaires qui ont perpétué son mythe jusqu'à nous. Bien que les détails réels de ces crimes restent flous, l'image de Holmes comme le premier tueur en série américain, ou du moins comme l'un des premiers à être associé à cette appellation, a été largement adoptée. La réalité reste que Holmes a été un criminel opportuniste qui a profité de l'époque florissante mais chaotique et de son habileté à manipuler les autres pour mener à bien ses plans d'escroc meurtriers. Le 19 août 1895, un incendie d'origine inconnue ravage complètement le Murder Castle de Holmes. Il n'aura survécu à Chicago que 8 ans. Et pour le coup, une simple coïncidence est difficile à imaginer. C'est la fin de cette saison consacrée à l'affaire du Dr Holmes. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez suivi ses aventures avec autant d'intérêt que moi. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou même YouTube et venez me retrouver sur Instagram. Je vous retrouve très vite dès la semaine prochaine pour déterrer avec vous un nouveau crime oublié.